Donald Trump est-il le meilleur ami de Vladimir Poutine? Alors, spoiler, évidemment non, mais leur potentielle proximité est révélée dans un livre qui fait beaucoup parler aux États-Unis et qui provoque beaucoup de débats. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? Qu'en est-il réellement derrière tout cela? Et quelles sont en fait aujourd'hui les positions de Vladimir Poutine concernant la Russie ou encore la guerre en Ukraine, et ce alors que l'élection présidentielle américaine approche? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. C'est donc le journaliste américain Bob Woodward qui s'apprête à faire des révélations inédites concernant la relation et la proximité potentielle entre l'ancien président américain Donald Trump, actuel candidat à l'élection présidentielle, et le président russe Vladimir Poutine. Alors Bob Woodward, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le journaliste qui a notamment dévoilé au grand jour le scandale du Watergate, une affaire politique majeure qui était survenue dans les années 70, où des membres de l'administration du président américain de l'époque, Richard Nixon, avaient tenté de camoufler une effraction avec, bref, une affaire d'espionnage politique. Cette affaire, elle avait finalement conduit à la démission du président en 1974. Et donc, le 15 octobre prochain, il s'apprête à sortir un nouveau livre intitulé War, donc guerre en français. Un livre dans lequel il révèle notamment que Donald Trump a fait parvenir des tests de détection du Covid-19 à Vladimir Poutine pour son usage personnel. À cette époque-là, pour vous remettre dans le contexte, on était en pleine pandémie, Donald Trump était encore président des États-Unis et les États-Unis manquaient cruellement de tests de dépistage. Alors selon le journaliste, c'est Vladimir Poutine qui aurait demandé au gouvernement américain de ne pas parler de cet échange. Et au-delà de cette affaire qui peut paraître assez anecdotique, le livre révèle que Donald Trump aurait continué à entretenir une relation avec Vladimir Poutine, même après avoir perdu l'élection présidentielle américaine en 2020. Concrètement, les deux hommes auraient échangé jusqu'à 7 fois depuis que Trump n'est plus président des États-Unis. Autrement dit, près de 7 fois depuis début 2021. Et ça comprend donc une période où il y a eu donc entre-temps l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et il se base pour évoquer tout cela sur des témoignages notamment de conseillers. Alors je le disais, c'est un livre qui n'est pas encore sorti mais qui fait déjà beaucoup réagir. Face à ces révélations, un porte-parole de l'ancien président américain a dénoncé, je cite, des histoires fabriquées de toutes pièces pour un ouvrage qui pourrait, je cite, servir de papier toilette. La Russie dément elle aussi ses propos, rejette ses accusations, tandis que, vous l'imaginez, du côté du camp démocrate, du parti démocrate et de Kamala Harris, eh bien, on dénonce une proximité entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Mais alors, au-delà de ces révélations, que sait-on réellement des relations entre Trump et Poutine? C'est intéressant de faire un point sur ce que l'on sait réellement et surtout, au-delà de la question de leurs relations personnelles, les positions qu'a pu donner Donald Trump sur des sujets importants qui concernent la Russie. Concernant la question de l'Ukraine, le parti républicain, donc son parti, est très réticent à l'idée de poursuivre l'aide financière et militaire, alors que, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, l'Ukraine dépend massivement de l'aide qui vient de pays occidentaux, et que ce soit les pays européens ou alors pour beaucoup les États-Unis. Là, il y a quelques mois, sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, j'avais interviewé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et c'était une période où les républicains bloquaient le vote d'une aide financière à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Par ailleurs, de la même façon, Donald Trump a multiplié les déclarations critiques à l'égard de Volodymyr Zelensky, qualifiant par exemple Zelensky, je cite, du meilleur commercial de la planète, ajoutant, je cite, chaque fois qu'il vient dans notre pays, il repart avec 60 milliards de dollars, en référence donc à ses aides. Alors depuis, il y a quelques jours, il a rencontré Zelensky, il affirme qu'il peut résoudre la guerre en Ukraine, et d'ailleurs, de la même façon, il déclarait il y a quelques mois qu'il irait résoudre cette situation en Ukraine en 24 heures. Alors évidemment, c'est très dur de dire s'il serait réellement capable de mettre autour de la table l'Ukraine et la Russie. On sait qu'il y a d'autres pays qui ambitionnent ou qui ont envie de se positionner sur ce rôle de médiateur aussi. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans son discours politique, Donald Trump dit et répète qu'il veut prioriser la situation au sein des États-Unis, régler les problèmes au sein des États-Unis. Et concernant la politique internationale, pendant longtemps, il a beaucoup favorisé cette posture visant à apparaître comme une forme de négociateur ou de médiateur. On peut noter notamment ces images entre Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord, ennemi juré des États-Unis, et Donald Trump, une rencontre entre les deux en 2018 qui avait fait le tour du monde et fait naître l'espoir d'un apaisement des tensions. Et pour résumer ici sur la situation en Ukraine, beaucoup estiment en fait que c'est une posture de la part du président américain qui pourrait plaire dans tous les cas au président russe et à la Russie. Pourquoi?
Pourquoi? Eh bien c'est très simple, si les États-Unis disent on arrête de donner de l'argent à l'Ukraine et on veut engager un dialogue, du côté de la Russie, en tout cas dans la situation actuelle, deux options peuvent se poser. Soit une volonté de continuer l'invasion de l'Ukraine comme ils le font aujourd'hui, avec en plus l'avantage de voir donc l'Ukraine affaiblie, soit l'option donc d'accepter d'engager des négociations dans lesquelles l'Ukraine serait aujourd'hui en position de faiblesse puisqu'elle se retrouverait avec des territoires perdus et avec une aide financière moins importante de la part des États-Unis qui les pousserait donc à négocier. Ce qu'on peut aussi noter très rapidement, c'est que Trump a émis des réserves concernant l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance militaire menée par les États-Unis dont font partie de nombreux pays européens dont la France. C'est une alliance où il y a notamment une question de contribution financière à l'armée et il y a aussi une règle assez importante au sein de l'OTAN qui dit que si l'un des pays de l'OTAN est attaqué, eh bien les autres pays doivent le défendre. En l'occurrence, eh bien Donald Trump avait déclaré qu'il ne protégerait pas un pays de l'OTAN qui ne remplirait pas ses obligations de dépenses en matière de défense. Par ailleurs, il avait aussi déclaré qu'il encouragerait la Russie à faire ce qu'elle veut contre les pays qui ne payent pas. Des propos qui avaient alors choqué, sur lesquels Donald Trump était revenu et avait tenté de nuancer ensuite. Alors on imagine mal les États-Unis sortir de l'OTAN, mais évidemment ces positions avaient fait beaucoup réagir. Alors maintenant oui, vous avez peut-être entendu que Vladimir Poutine avait déclaré soutenir Kamala Harris lors de cette élection présidentielle, mais attention, contrairement à ce que indiquaient certains médias, si vous regardez bien la séquence dans son intégralité, elle était visiblement complètement ironique, ou en tout cas dans un contexte plutôt humoristique. Par contre, on sait que des accusations d'ingérence, donc d'intervention de la Russie dans les dernières élections présidentielles américaines, elles sont nombreuses. Alors là-dessus, on n'aura pas le temps de revenir sur tout. Certaines accusations sont fondées sur des faits qui sont vérifiés. D'autres sont davantage soit des spéculations, soit des accusations venant des opposants à Donald Trump. Et on va pas refaire du coup tout l'historique des deux dernières élections et de ce qui est avéré et de ce qui n'est pas confirmé. Mais sur cette élection, les États-Unis accusent la Russie, notamment via sa chaîne RT, de tenter d'influencer le résultat de l'élection. Il y a aussi des accusations de génération par intelligence artificielle de contenu sur les réseaux sociaux ou en ligne visant là aussi à influencer l'élection. Maintenant, évidemment, dur de dire si tout cela aura réellement un impact sur l'élection. C'est le genre de sujet où on a en général un regard plus clair dans les mois qui suivent. Dans tous les cas, je pense que vous le savez si vous suivez ce format, l'élection elle est bientôt, elle est dans moins d'un mois, le 5 novembre prochain. On va suivre évidemment tout ça sur la chaîne. Je vous laisse avec Léa, je reviens juste après avec la question du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé le Liban de subir, je cite, une longue guerre qui provoquera des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza s'ils ne libéraient pas leur pays du Hezbollah. C'est ce qu'il a déclaré dans une vidéo adressée aux Libanais ce mardi. Alors pour rappel, depuis octobre 2023, près de 42 000 personnes ont été tuées à Gaza selon le ministère de la Santé du Hamas et les 2/3 des bâtiments ont été détruits par les bombardements selon l'ONU. Suite à cette déclaration de Benjamin Netanyahou, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a dénoncé, je cite, une provocation. À noter par ailleurs que la France et le Qatar ont livré ce mardi 27 tonnes d'aide humanitaire d'urgence à destination des populations blessées et déplacées au Liban. Toujours au Proche-Orient, le parti islamiste du Hezbollah au Liban a déclaré ce mardi soutenir les efforts du Liban en vue d'un cessez-le-feu avec Israël. Par ailleurs, 130 soldats israéliens ont menacé Benjamin Netanyahou de ne plus servir en l'absence d'accord pour libérer les otages dans une lettre qu'ils lui ont envoyée ce mercredi. Sur les 251 personnes enlevées par le Hamas le 7 octobre 2023, 97 sont toujours détenues dans la bande de Gaza, dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Deuxième actu, aux États-Unis, l'ouragan Milton pourrait être la pire tempête en Floride en un siècle, a averti le président américain Joe Biden ce mardi. Cet ouragan jugé extrêmement dangereux est repassé en catégorie maximale ce mardi. Il devrait toucher la Floride au sud-est des États-Unis dans la nuit de mercredi à jeudi. Joe Biden a appelé les habitants à évacuer maintenant car il s'agit selon lui d'une question de vie ou de mort. On vous tiendra au courant. Troisième actu, le député du groupe de la France Insoumise Hugo Prévost a été exclu de son parti pour des faits graves à caractère sexuel. C'est ce qu'a annoncé le groupe parlementaire de la France Insoumise dans un communiqué publié ce mardi. Hugo Prévost a été élu député NFP de l'Isère en juillet dernier et il était avant porte-parole du syndicat L'Union étudiante qu'il a d'ailleurs cofondé. Et c'est donc ce syndicat qui rapporte dans un communiqué avoir recueilli des témoignages faisant état, je cite, de faits de harcèlement moral et sexuel, de schémas de prédation, de faits graves pénalement répréhensibles à caractère sexuel. Ces faits se seraient déroulés de 2020
à 2024. Le groupe LFI, qui a auditionné Hugo Prévost après avoir reçu les signalements, a notamment affirmé dans un communiqué, je cite, que la justice pourra être saisie si les personnes concernées en décident. À ce stade, selon Libération, la nature des violences commises n'a pas été communiquée et aucune plainte n'a été déposée, mais l'Union étudiante appelle Hugo Prévost à démissionner de son poste de député. Quatrième actu, l'application TikTok est visée par une plainte de 13 États américains. Ils accusent l'entreprise d'avoir créé TikTok de façon intentionnellement addictive, ce qui nuit donc aux enfants et aux adolescents et ce qui les pousserait à utiliser l'application de façon intensive. Les États affirment notamment que TikTok envoie des notifications en continu afin d'inciter les utilisateurs à rester sur l'application et leur faire perdre la notion du temps. Et ensuite, plus ils restent longtemps sur l'application, plus TikTok leur propose des publicités ciblées. Alors c'est pas la première fois que TikTok connaît des problèmes avec la justice aux États-Unis. En avril dernier, une loi a été votée pour obliger ByteDance, la maison mère de TikTok, à vendre son application au risque sinon qu'elle soit interdite dans le pays. Cinquième actu, au Brésil, la Cour suprême, donc la plus haute juridiction du pays, a ordonné la levée de la suspension du réseau social X ce mardi. L'accès à la plateforme avait été bloqué il y a plus d'un mois au nom de la lutte contre la désinformation. Et donc finalement, la justice a ordonné la levée de cette suspension en considérant que la plateforme avait finalement répondu aux exigences qui lui avaient été posées. Parmi les exigences auxquelles le réseau social devait répondre, il y avait notamment le paiement d'amende d'un montant total d'environ 4,8 millions d'euros, ainsi que la suppression de comptes soupçonnés de répandre des fausses informations. Et on finit avec cette actu, c'est un record, un Népalais de 18 ans est devenu le plus jeune alpiniste de l'histoire à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude de la planète. Il s'agit de Nima Rinji Sherpa et il a gravi ces sommets en seulement 2 ans. Depuis 1986, seule une cinquantaine de grimpeurs ont réussi cet exploit. Merci beaucoup Léa. Alors la question du jour c'est la suivante, je la lis. Peut-on avoir des nouvelles du procès de Marine Le Pen? J'ai l'impression qu'aucun média n'en parle. Alors il y a quand même pas mal de médias qui en parlent, de notre côté aussi on en a parlé déjà il y a quelques jours, mais ça permet quand même de faire un petit point pour voir un peu où est-ce qu'on en est. C'est effectivement une bonne question. Pour le contexte, alors c'est un procès qui ne vise pas seulement Marine Le Pen, mais qui vise aussi le Rassemblement National et plusieurs cadres du parti. En fait, ils sont soupçonnés d'avoir payé avec de l'argent de l'Union Européenne et plus précisément du Parlement Européen, des personnes qui ne travaillaient pas pour les députés européens directement, mais plutôt pour le parti, plutôt donc pour le Rassemblement National. C'est donc des soupçons de détournement de fonds du Parlement européen. Alors le camp de Marine Le Pen estime qu'ils n'ont commis aucune infraction ni irrégularité, mais c'est évidemment un procès qu'il faut suivre attentivement. Pour l'instant, il est en cours. Techniquement, il pourrait y avoir à l'issue de ce procès une peine potentielle d'inéligibilité qui empêcherait donc potentiellement Marine Le Pen de se présenter aux prochaines élections. Maintenant, attention, sur le papier, c'est quelque chose qui est possible, mais le procès déjà, il est en cours, on ne sait pas encore l'issue. Par ailleurs, elle pourrait faire appel si, quelle que soit d'ailleurs la décision, elle estime qu'elle n'est pas juste, et tout cela peut prendre beaucoup de temps. Donc voilà où on en est aujourd'hui, et évidemment, on vous tient au courant de l'issue du procès. Si ce format vous plaît et que vous en voulez plus, notamment à l'écrit, sachez qu'on a une newsletter dédiée à l'actualité. Je vous la mets directement en description, elle est gratuite, ça vous permet facilement bien de recevoir l'actualité chaque jour. Et d'ailleurs, en description, vous avez d'autres liens vers des formats qu'on fait, notamment donc notre chaîne YouTube dédiée au grand format qui vous permet de découvrir des reportages ou des interviews qu'on fait régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner, si jamais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.